La conscience historique africaine, texte réuni par Babacar Mbaye Diop et Doudou Dieng. La guerre du Biafra, désinformation et manipulation des médias. Étude de 4 grands quotidiens, Le Monde, Le Figaro, La Croix et l'Humanité. Momar Mbaye. Introduction. 7 ans après son indépendance, le Nigeria entre dans une phase d'évolution politique d'une rare violence. En moins de 6 mois, il connut 2 sanglants coups d'État et bascule en 1967 dans une effroyable guerre civile. La tragédie fit en 2 ans et demi plus de 2 millions de morts. Elle souleva aussi une vive indignation internationale et mobilisa les médias du monde entier. La presse française ne fut donc pas absente dans la couverture d'un événement d'une aussi grande importance. Aussi est-on en droit de se croire bien informé dès l'instant qu'on se plongeait dans la presse d'alors. Seulement, ces certitudes furent mises en branle par 2 ouvrages. Rémy Boutet, dans L'effroyable guerre du Biafra, 1992, stigmatisait une manipulation des médias hexagonaux par des agents pro-biafrais. Une telle assertion fut confirmée dans un livre encore plus récent. En effet, Stephen Smith et Antoine Glaser reprennent en 2005, dans leur ouvrage « Pourquoi la France a perdu l'Afrique ?» les propos de l'ancien chef du SDECE, Maurice Robert, qui affirmait avoir influencé les médias français pour éveiller un sentiment de compassion et de proximité avec le peuple biafrais auprès de l'opinion publique. Pour qui s'intéresse à la presse hexagonale dans ses rapports avec le continent noir, de telles révélations ne pouvaient évidemment pas laisser indifférent. Avons-nous dès lors décidé, pour en avoir une vision claire, de jeter un regard pointilleux sur le traitement de cette guerre dans 4 périodiques nationaux de tendances et d'obédiences diverses. Nous tenterons ainsi d'analyser tour à tour la place qu'occupe un tel événement dans les tentatives d'explication du conflit, les thèmes privilégiés ainsi que les approches et les postures adoptées çà et là. Grand 1, les causes. Les quotidiens et hebdomadaires français couvrant le conflit biafrais n'ignorent pas un fait majeur. L'État africain, dont les opérations sont le théâtre, est très peu connu de leurs lecteurs. Il a beau être l'un des plus peuplés et des plus riches du continent africain, le Nigeria ne dispose de la célébrité de la Côte d'Ivoire. Son appartenance au monde anglophone en est une des raisons. Aussi, rapporter des événements s'y déroulant requiert de la part des journalistes beaucoup de pédagogie. D'où la pléthore des articles qui s'ingénièrent à expliquer les raisons du conflit. Les causes considérées sont évidemment variées selon que l'on considère tel ou tel journal. Grand 1.1. Les causes anciennes et immédiates. Dans un article de La Croix, daté du 19 septembre 68, au titre plus qu'évocateur des causes du conflit, Yves-Guy Bergès pense que la vieille rivalité entre les Ibos du sud-est et les Haoussa du nord avait atteint son paroxysme. Et cet état de fait conduisit inévitablement à l'éclatement du conflit. Tout en reconnaissant cette vieille opposition, le quotidien de la rue des Italiens, Le Monde, prend aussi en compte le déclenchement des hostilités, prend en compte dans le déclenchement des hostilités les erreurs des hommes politiques nigérians des débuts de l'indépendance. Selon le spécialiste maison Philippe de Créane, les ambitions et erreurs du général Ojukwu, chef de la rébellion,
ils sont pour beaucoup dans l'éclatement de la guerre. De même, il épingle le général Ironsi, éphémère chef d'État de janvier à juillet 66. Ce dernier rappelle-t-il, pour éviter d'apparaître comme le président du seul peuple Ibo, dont il est originaire, fit la part belle aux officiers Haoussa de son entourage, sémant du même coup les germes de la vengeance nordiste, laquelle fut non négligeable parmi les mobiles du séparatisme. On voit alors, d'après ses premières explications, l'étendue des oppositions ethniques au Nigeria. Un tribalisme facteur de division est également un élément hautement inflammable. Cette remarque fut allègrement reprise par presque tous les journaux. Toutefois, Le Monde y apporte un contenu historique. Dans son numéro du 14 janvier 70, c'est-à-dire au moment de la reddition biafraise, De Créane, sans doute pour appeler les belligérants à plus de responsabilités, revient largement sur l'évolution historique du pays, de la domination anglaise au putsch de 66. Il y détaille la manière dont les Britanniques ont renforcé les divisions ethniques en donnant plus de considération au nord. Il n'oublie pas non plus les premiers leaders politiques dont les formations n'étaient que des caisses de résonance de leur région d'origine. Mais peut-on vraiment dire que la guerre du Biafra s'explique par l'exacerbation de la haine entre Ibos et Haoussa? Nombreux sont en effet les pays africains traversés par cette ligne de partage entre le Sahel et la forêt. Et pourtant, seul un pays a connu une guerre civile. N'y aurait-il donc pas d'autres facteurs aggravants? C'est du moins l'avis de l'humanité. Au dire du quotidien d'extrême gauche, la tendance à voir le tribalisme dans tous les conflits africains relève d'un vieux réflexe colonial. Et si l'embotte de conclure que même si l'opposition ethnique existe, elle demeure insuffisante. Les enjeux économiques tiennent une position prépondérante. La riche manne pétrolière du Biafra a poussé les capitalistes à encourager Ojukwu à la rébellion. On reconnaît là la position d'un journal d'opinion foncièrement anticapitaliste. Toutefois, l'organe du PCF ne fut pas le seul à mettre le doigt sur d'autres causes. Grand 1.2. Les causes stratégiques et économiques. Le Monde, à l'instar des journaux de droite, prend en compte de tels mobiles. De Créane, dans un article du 23 novembre 67, consacre à l'analyse des causes un chapitre intitulé « Une odeur de pétrole ». On retrouve à peu près le même titre dans La Croix du 13 janvier 70, « Le pétrole responsable ». Le périodique, fondé par Beuve-Méry, pense que le général Ojukwu a décidé sa rébellion parce qu'il mesurait la richesse en or noir de son territoire et était convaincu du soutien des grandes compagnies pétrolières. Le quotidien catholique abonde dans le même sens et en profite pour brocarder la politique des grandes compagnies dont la recherche du profit l'a emporté sur les considérations humaines. Quant au Figaro, il ajoute aux mobiles économiques des préoccupations stratégiques. Ainsi, Jean-François Chauvel, Figaro du 18 novembre 67, compare le Biafra au Congo. Il pense que ce conflit dépasse le simple cadre africain. Sur ce territoire se joue une lutte d'influence entre Britanniques et Soviétiques pour remporter l'exploitation des riches gisements du sud-est nigérian, conclut-il. D'ailleurs, le journal fait davantage de développement sur la position soviétique qu'il estime dictée par la vieille politique arabe. L'URSS soutiendrait le gouvernement fédéral car il est le représentant des musulmans du Nord face aux chrétiens du Sud. On rentre alors de plain-pied dans les causes religieuses. Grand 1.3, les causes religieuses.
Il n'est, à notre avis, point surprenant qu'un journal d'obédience religieuse soit le porte-voix de cette position. Suivons plutôt les propos de Yves-Guy Bergès. Les Ibos et les Haoussa n'ont rien en commun, ni langue, ni religion, ni climat. Au nord, les Haoussa, 29 millions, musulmans convaincus, maintenus au Moyen-Âge par un système féodal qu'entretiennent des émirs. À l'est, les Ibos, 12 millions, chrétiens, curieux, ouverts à tout, fiers et même orgueilleux, et imprégnés sans complexe par la civilisation britannique. Fin de citation, Lacroix, 11 septembre 68. Le dit quotidien est encore plus explicite. Dans sa manchette du même jour, il met en évidence un soldat biafrais blessé et n'hésite pas à insérer un cliché d'un soldat biafrais. Le document illustre bien le côté guerre de religion de cette lutte terrible. Le Monde, sans être aussi catégorique, aborde à cet égard dans le même sens. Ainsi, voit-on De Créan, dans sa tentative d'expliquer le manque de soutien au Biafra par certains dirigeants africains, brandir le mobile religieux dans leur comportement. Les pays du Maghreb, soutient-il, à l'exception de la Tunisie, sont anti-Biafra. Par solidarité musulmane. De même, quelques leaders d'Afrique noire adoptent la même posture pour plaire à leur population fortement islamisée, tel est le cas de Senghor. Thèse sujette à caution, car l'auteur néglige les raisons souvent avancées, à tort ou à raison, par ses dirigeants. Le strict respect des frontières héritées de la colonisation, charte de l'OUA. Il se complaît dès lors, dans une certaine mesure, dans un procès d'intention. Aussi est-on en droit de se demander si l'évocation des causes religieuses ne rentre pas dans une logique spéciale, réveiller les consciences occidentales face au drame. Grand 2. Horreur et responsabilité. Avec plus de 2 millions de victimes, cette guerre fut plus meurtrière que celle du Vietnam et nettement plus sanglante que celle du Proche-Orient. Elle a été une horreur indescriptible qui s'est pourtant évertuée à peindre la presse. Grand 2.1. L'horreur absolue. Une série de reportages effectués sur le champ de bataille par le spécialiste maison du quotidien de la rue des Italiens fait un gros plan sur l'indicible situation du Biafra. Suivons plutôt De Créan. La capacité normale de cet ensemble hospitalier est de 80 lits. Il y a actuellement 800 malades ou blessés, dont certains immobilisés depuis 3 mois. Urine, excréments, pus, médicaments composent des senteurs méphitiques qui rappellent celles d'une fauverie surchauffée. Mais il y a quelque chose de plus âpre et de plus violent dans ces rémugies qu'un odorat occidental supporte difficilement. Et plus loin, on peut encore lire. Il y a des vieux qui expirent parce qu'il faut sauver les plus jeunes. Des grands blessés de la face pour lesquels on ne dispose d'aucune prothèse. Tels ces trois soldats aux maxillaires inférieurs broyés, auxquels une calebasse tient lieu de menton. Des hommes déchiquetés, sans yeux, sans nez, sans jambes, des femmes qui vont mourir parce qu'il n'y a plus de plasma ni de sang pour les transfuser. Le Monde, 7 mai 69. Et l'article produit 3 jours plus tard sur la grande misère des populations civiles et du même acabit. Il met en évidence une énorme pénurie alimentaire en plus du manque de médicaments. Ceci provoque une augmentation exponentielle du taux de mortalité au Biafra. Ce journal ne fut pas le seul à mettre en exergue l'extrême dénuement des populations biafraises. L'organe catholique ne fut pas non plus en reste. En plus des textes, ce quotidien excelle surtout dans l'image. On voit ainsi en manchette du 14 février 69
des enfants d'une maigreur indescriptible venir recueillir de la nourriture distribuée par des organisations humanitaires. Dans le même ordre d'idées, un grand titre en première page du 13 janvier 70, la fin dramatique du Biafra, accompagne une insoutenable photo d'un enfant décharné avec ce commentaire. Dans le regard de cet enfant, toute la détresse des affamés. Cette propension à montrer l'horreur la plus totale participe de deux principes. D'abord, désigner les nombreux responsables de cette hécatombe. Ensuite, réveiller les consciences ramollies de l'Occident. Grand 2.2. La responsabilité des grandes puissances et des opinions publiques. Les grandes puissances et les organisations internationales, du fait de leur ineptie et de leur participation plus ou moins active à ce conflit, sont en premier lieu les grands responsables de l'horrible affrontement. Tel semble être l'état d'esprit de plusieurs journaux. La Croix, après l'échec du Biafra, met en gros titre « Guerre au Nigeria et responsabilités internationales » 13 janvier 70. Dans cet article, Lucien Gussard stigmatise le mutisme des puissances. Il admet que les considérations politiques et économiques ont guidé le silence des nations fortes. Mais à l'impéritie de ces pays, il faut ajouter, conclut-il, les carences de l'organisation internationale. D'ailleurs, dès le 7 août 67, c'est-à-dire peu de temps après le début des hostilités, un édito du Monde faisait apparaître l'isolement du Biafra sur la scène internationale. À cet isolement s'ajoute le naufrage, et le journal d'appeler pour y faire face à une réaction rapide en taisant les torts de toute façon partagés par les belligérants, mais aussi et surtout en contraignant les deux puissances vendeuses d'armes au Nigeria, la Grande-Bretagne et l'URSS, à stopper leur livraison. Le quotidien d'extrême gauche, lui, abonde certes dans le même sens en critiquant l'œuvre des grands pays, mais son propos prend le revers des autres. Il accuse ouvertement l'implication française dans la longueur et la dureté de la guerre. Un autre fait est souvent retenu comme étant en partie responsable du naufrage, l'indifférence des opinions occidentales. Nombreux sont en effet les journalistes qui dénoncent le silence égoïste dans le massacre des populations biafraises. Toutefois, les réponses apportées à ce détachement varient d'un quotidien à l'autre. Pour La Croix, du 16 septembre 68, les opinions occidentales, en particulier françaises, ne sont pas souciées des malheurs biafrais à cause d'une part des médias et de l'autre des hommes politiques. Les premiers se sont désintéressés du Nigeria car la lecture idéologique actuelle n'y était pas applicable. Quant aux politiques, ils restent tragiquement engoncés dans une approche de l'Afrique totalement éculée. François Debré, Le Monde, 13 janvier 70, pense que l'abandon des opinions occidentales défenseurs des droits de l'homme et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes fut pour beaucoup dans la démoralisation des Biafrais, cause finale de la défaite. D'autres responsables furent aussi désignés. Ce sont entre autres les leaders africains et les gouvernements nigérians. Grand 2.3. Responsabilité des leaders africains et de Lagos. Dès le début, nombreux sont ceux qui ont vu un Katanga bis dans la sécession biafraise. Ce conflit fratricide du Congo naissant a marqué d'un fer rouge les consciences africaines d'alors. Et l'irrédentisme ibo ressemble à s'y méprendre à celui de Tchombe, et cela explique la dénonciation quasi unanime de la part des leaders africains. Dans Le Monde, du 19 septembre 68, l'ancien directeur du centre CHEAM, Centre des hautes études asiatiques et africaines modernes, souligne la grande prudence des présidents africains.
Ils seraient, au dire du journaliste, tellement terrorisés à l'idée de voir se produire une révolte pareille chez eux qu'ils adoptent une position inflexible. Cependant, des quotidiens comme La Croix pensent qu'en prenant cette posture, et surtout en incitant l'OUA et l'ONU à faire de même, les hommes d'État africains furent foncièrement compromis dans ce qu'ils nomment désormais un génocide. Un autre responsable est le gouvernement de Lagos. À plusieurs reprises, il est présenté sous un aspect intransigeant. D'ailleurs, le titre du Monde du 19 août 68 n'y est pas allé par moult chemins dans l'échec des négociations d'Addis Abeba. La même accusation est portée par Lacroix dans l'échec lors du sommet de l'OUA de septembre 68 à Alger. Ainsi, Lagos apparaît souvent comme un violent agressif dont l'objectif principal n'est point de négocier mais de pousser le Biafra à terre sans autre forme de procès. Mais dans plusieurs articles, deux faits majeurs reviennent dans ce conflit. La solution à adopter est le rôle de l'Hexagone. Grand 3, solution et rôle de la France. Tout au long du conflit et jusqu'à son terme, les journalistes n'ont pas arrêté d'ébaucher des solutions pour sa résolution. Celles-ci furent dans l'ensemble en faveur du peuple biafrais. Mais une fois la défaite consommée, c'est un appel à la mansuétude et à la responsabilité qui fut souvent adressé au gouvernement fédéral. Grand 3.1 Les solutions. Les raisons usitées pour apporter le soutien à la sécession tiennent à ce que les médias ont considéré comme la bravoure et la détermination des insurgés. Petit 1. Aider le brave peuple biafrais. Au milieu de l'année 68, le pays biafrais se réduit comme peau de chagrin, d'où le surnom qui lui est accolé. On observe dès lors la production d'une série d'articles magnifiant la résistance du peuple Ibo, son organisation et surtout l'aide substantielle dont il a besoin. Jacques Madol, Le Monde, 30 juin 68, dans une tribune titrée « Pour le Biafra », essaye de faire prendre conscience au peuple français de l'agonie d'un peuple ayant sérieusement besoin de soutien. Une semaine plus tard, Philippe de Créane, dans un texte au titre plus qu'illustratif 1 pour 4, mentionnait la grande détermination des sécessionnistes face à l'écrasante supériorité militaire des fédéraux. Le Figaro s'engouffre dans le jeu avec un article au ton carrément compatissant. Il invite à l'aide d'un courageux peuple, certes agonisant, mais résistant de toutes ses forces pour conserver ce qu'il a de plus cher, sa liberté et son indépendance. Son portrait du général Ojukwu, peint sous les traits d'un homme intègre, discret et chargé par l'immense peuple biafrais à le mener jusqu'à l'autodétermination, participe de cette logique. D'ailleurs, la présentation de l'ancien gouverneur de l'État du Sud-Est par Le Monde du 13 janvier 70, après la défaite, fait ressortir un nationaliste certes ambitieux, mais rigoureux et intègre. Mais on est tenté de dire que c'est le journal catholique qui livre clairement les raisons du soutien. Dans ses éditions du 11 et 12 septembre 68, sous la plume de Yves-Guy Berge, Lacroix appelle ouvertement l'Occident à apporter son soutien, son concours à la sécession contre les Ibos, car les Ibos sont les porte-drapeaux des valeurs de l'Occident au Nigeria. Abandonner le Biafra équivaudrait donc à renier ses propres principes. Les nombreux reportages du Monde admirant le génie extraordinaire et l'organisation étatique du Biafra participent de cet appel. Le Monde du 10 septembre 68 et du 8 mai 69. À la fin du conflit,
les préoccupations furent autres. Désormais, il n'est plus question de définir un nouveau fonctionnement de la fédération nigériane. Petit 2. Repenser autrement la fédération. En réalité, dès 67, certains articles attirent l'attention sur l'inadéquation de la guerre pour le règlement des tensions internes. Dans le dernier chapitre de sa série de reportages consacrés au Nigeria, Philippe de Créane, Le Monde, 23 novembre 67, appelle à privilégier la voie de la raison. Il préconise un partage des efforts dans les deux camps. Le Biafra doit, à son avis, renoncer au séparatisme et favoriser la promotion d'un homme moins marqué par la révolte comme le docteur Okpara, ancien Premier ministre de l'État du Sud-Est. Du côté gouvernemental, beaucoup de patience doit être mise en œuvre pour intégrer les sécessionnistes. En outre, les ethnies minoritaires devraient avoir plus de représentation pour éviter la tripolarisation ethnique, vecteur des rivalités prononcées. Dans la Croix du 15 janvier 70, Antoine Wenger revient sur la problématique de l'unité. Il pense qu'il est nécessaire d'opérer une reformulation de la structure traditionnelle, car le pays tel qu'il est contient encore les germes intrinsèques du conflit. Sa remarque s'adresse aussi aux Africains qui pensent que la guerre n'était que le fruit de manipulations impérialistes. Dans le même ordre d'idées, Jacques Madol, dans un article intitulé « Pour les vaincus », tord le cou à la vieille habitude de l'histoire qui a souvent tendance à condamner les vaincus. Il veut que le sacrifice des Ibo puisse ouvrir les yeux à la communauté humaine et faire en sorte que les raisons de la révolte soient effacées une fois pour toutes. Grand 3.2. Paris et le conflit. Petit 1. Une politique louable. À l'instar des grandes puissances mondiales, le rôle de la France dans cette crise biafraise aura mobilisé de nombreux articles. Ceux-ci, dans leur majorité, ont sévèrement critiqué l'implication de l'Angleterre et de l'URSS dans le soutien au pouvoir central a été à l'origine de désastres inouïs au Biafra. Cette mise en valeur des responsabilités britanniques et soviétiques se justifie par le besoin de magnifier l'action de la France. Celle-ci fut, au dire de nombreux spécialistes de nos quotidiens considérés, guidée par de simples préoccupations humanitaires. Il en est ainsi de l'article de Pierre Limagne dans La Croix du 13 janvier 70, selon lequel le conflit a révélé les mœurs politiques des grands pays dont l'action demeure intéressée et profondément marquée de culture coloniale. Et le journaliste de penser que la France, qui dispose dans le monde entier d'une exceptionnelle réputation, s'est distinguée par la justesse de son action, d'ailleurs hautement appréciée au Biafra. Cet angle d'analyse est partagé par Philippe de Créane dans Le Monde du 13 septembre 68. Il montre dans son document que la détermination française d'aider le Biafra provient de simples préoccupations humanitaires et diplomatiques. Car, devant le martyre du Biafra, Paris ne pouvait rester insensible. De plus, la détermination des insurgés est une réelle preuve de leur attachement à la liberté et au droit à l'autodétermination que Paris ne saurait ignorer. Et le journaliste de balayer d'un revers de main les accusations erronées de Lagos quant à la défense de quelques intérêts français. Il montre, pour étayer son propos, l'extrême faiblesse des investissements français au Nigeria. Petit 2. Une accusation à tort. Au lendemain de la reddition de la rébellion, le président nigérian, le général Gowon, décida de punir certains pays dans leur participation à l'aide apportée à la région touchée. Cette décision de Lagos accuse ouvertement Paris d'avoir été un des principaux armateurs du Biafra. Par conséquent, grand responsable du sang versé sur le sol nigérian. Situation peu reluisante dans le pays des droits de l'homme, qui se voit ainsi considéré au même titre que des pays à réputation peu enviable,
le Portugal, l'Afrique du Sud, la Rhodésie. Le journal d'extrême gauche reprend à son compte cette accusation en montrant un remue-ménage des Français au niveau du Gabon, bastion hexagonal par excellence. Cependant, les autres journaux de la place ne reprirent pas en cœur l'analyse de l'humanité. Ils pensent plutôt que l'accusation nigériane est totalement infondée. Ainsi, le Figaro soutient qu'une telle décision de la part du gouvernement nigérian recèle des objectifs très peu avouables. Dans un article du 15 janvier 70, Thierry Desjardins du Figaro pense que l'exclusion de la France s'explique par le désir de Lagos d'opérer une pacification que l'on voudrait sans témoin. Le même journal persiste dans le même sens. Et André Frossard, répondant à l'accusation de collision de Paris lancée par un journaliste anglais au lendemain de la guerre, pense que si la France est fautive, ce n'est point pour avoir financé cette guerre, mais surtout pour avoir suivi des positions irresponsables de gouvernements travaillistes et socialistes qui ont laissé se prolonger le massacre au nom de principes inavoués. Cette défense du rôle de la France apparaît aussi dans Le Monde du 16 janvier 70, sous la plume de Michel Tatou. Le journaliste s'insurge contre le tort fait à la France. Selon lui, les mobiles évoqués par les Nigérians sont beaucoup trop faibles, car non seulement Paris ne s'est jamais livré à doter massivement le Biafra d'armes, chose du reste confirmée par le général Ojukwu, mais sa reconnaissance ne fut jamais officielle. Et son action ne fut jamais qu'humanitaire. On aura constaté que dans cette réflexion, des quotidiens sur le rôle de la France, de nombreux paramètres sont à prendre en compte. Le contexte de guerre froide d'alors y est pour quelque chose dans les conclusions de l'humanité. La défense de la patrie salie et la vieille rivalité anglo-saxonne ont été des mobiles non négligeables quant à la compréhension des observations du Monde et du Figaro. Conclusion. Au terme de cette analyse, beaucoup de choses sont à remarquer dans la couverture des événements nigérians par les quotidiens pris en compte. La large implication du Monde et de la Croix est ce qu'il faut noter en premier lieu. La foultitude des articles consacrés à l'événement et la diversité des journalistes qui se sont saisis de la question renseignent sur leurs réelles préoccupations. Le Monde remplit son rôle de quotidien de référence par la diversité de ses sujets et son objectif de couvrir le monde entier. Journal d'obédience religieuse profondément attaché aux questions humanitaires, La Croix ne pouvait du fait de quelques relents religieux applicables au conflit rester indifférent au drame. Quant aux deux journaux d'opinion que sont Le Figaro et l'Humanité, ils furent sans doute influencés par leurs idéologies respectives. Foncièrement cramponnés derrière l'Union soviétique et ouvertement anticapitaliste, l'Humanité a eu souvent un angle d'analyse très intéressant. Pour des raisons presque similaires, Le Figaro, porte-drapeau du conservatisme français, soutien décisif du gouvernement fédéral, n'a pas toujours été d'une sincérité sans faille. Aussi peut-on clore cette réflexion à propos d'une éventuelle manipulation de la presse par des agents pro-Biafrais en soutenant que les journaux sont restés plus ou moins dans leur ligne éditoriale traditionnelle, même si dans l'ensemble le sort désastreux du Biafra a été plutôt partagé, on ne peut affirmer qu'il s'agit réellement d'une manipulation ou d'un détournement venu d'on ne sait quel service secret. Car le Monde a cherché à mains égards à nuancer son propos. Ce qu'il faut retenir en définitive, c'est le manque de distance plus ou moins observé dans pratiquement tous les journaux, lequel s'explique par des œillères figées sur le Monde et l'Afrique et desquelles ils se sont très peu départis.